Salut et bienvenue sur le podcast The Sales Game. C'est Cédric Legloire et merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois Paul Munoz, Head of Growth chez Shaper. Et bienvenue et merci d'être avec nous justement, Paul. Ça va comment? Yes, ça va très bien. Merci beaucoup, Elric, pour l'invite. Je suis très content de pouvoir discuter avec toi. Et voilà, c'est parti. Moi, ça me fait plaisir de t'avoir aussi ici. Aujourd'hui, avec Paul, en fait, on va parler de comment un processus de vente sans commercial. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter et nous raconter comment t'en es arrivé là? Yes. Donc, je m'appelle Paul. Je suis alors Head of Growth chez Shaper depuis récemment, mais de formation, j'ai suivi quelque chose d'assez classique avec une prépa éco, suivi d'une école de commerce. Et dès les premières expériences en césure, j'ai commencé à travailler en start-up, plutôt sur des postes BizDev. Donc, vraiment très vite, j'ai vu et en B2B en plus. Donc, très vite sur des canaux de prospection, pas mal de call au départ, hein, évidemment, le rôle du stagiaire habituel. Et aussi, c'est une très, très bonne formation, je pense. Donc, la rigueur, le CRM, etc. Et de fil en aiguille, j'en arrive à rencontrer Thomas, un des cofondateurs de Shaper. Et là, il me pitch en fait l'idée. Et c'est en fait la première boîte B2C pour laquelle je vais travailler. Et c'est mon stage de fin d'études en fait. J'ai fait Audencia et j'ai fini mon cursus par un stage de fin d'études chez Shaper et j'y suis encore. Donc pour l'instant, c'est ma seule expérience professionnelle. Ça fait 2 ans et quelques que j'y suis là. Donc, mais ça a été des rebondissements et des aventures assez incroyables. Et donc, pour en dire plus sur un peu mon poste et la boîte, donc Shaper, à la base, c'est une application de networking professionnel. Donc, on te permet, en fait, c'est une application gratuite, hein, donc tu la télécharges depuis Apple Store ou Android, et on te propose une quinzaine de profils par jour à swiper à droite ou à gauche sur le modèle de Tinder, mais selon tes centres d'intérêt professionnel, ce que tu recherches en ce moment, est-ce que c'est un job, est-ce que c'est des clients, etc. Et là, on va faire un matching et tous les jours te proposer un nouveau batch de personnes. Nous, la vision derrière ça, c'est de se dire les opportunités professionnelles et les plus incroyables que les gens ont, souvent, ça vient d'une rencontre un peu hasardeuse ou de choses qu'on ne maîtrise pas vraiment. Derrière ça, il y a un concept qui a déjà été assez théorisé qui s'appelle la sérendipité en anglais. Et donc, nous, on a voulu Qu'est-ce que tu veux dire par là? la sérendipité, en fait, Ouais. c'est justement le concept derrière les choses hasardeuses qui peuvent nous mener à des Ok. situations données. C'est-à-dire, voilà, je devais pas du tout aller à cette soirée-là et finalement, je rencontre mon cofondateur d'entreprise se retrouve à monter une boîte qui cartonne et qui fait des millions. Donc, c'est un peu voilà, le hasard et l'ouverture d'esprit qui a derrière aussi cette théorie et aussi cet état d'esprit. Enfin, c'est vraiment une manière de vivre. Donc, j'ai rejoint cette aventure. J'étais justement hyper excité par ce côté-là. Donc, j'étais au départ sur un poste de CRM. Donc, c'était la première fois que je faisais ça. On devait monter de zéro, en fait, implémenter de zéro un logiciel tiers qui nous permettait d'envoyer des notifications push, des emails à plus de 2 millions d'utilisateurs qu'on avait partout dans le monde. Donc, on a surtout aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en France. Donc, ça a été. Mais finalement, le CRM, quand tu commences vraiment à plonger dedans, c'est de la data et du bon sens sur les campagnes. Donc, avec Thomas, notamment, on a gravi les échelons pour avoir quand même quelque chose de robuste, notamment des notifications push qui s'envoyaient tous les jours, etc. Et progressivement, en fait, on s'est mis avec Thomas et moi-même à travailler sur les nouveaux projets au sein de Shaper, puisqu'on voyait que l'application marchait bien, que des gens la téléchargeaient tous les jours. On avait à un moment 3000 nouveaux utilisateurs par jour partout dans le monde, mais pas encore une monétisation au rendez-vous. Donc, on a lancé d'abord en 2018 une version premium, donc avec plus de swipes, pouvoir voir qui t'a swipé à droite, etc. Où on a assez bien converti en fait finalement nos utilisateurs, puisqu'on a à peu près 3-4% des utilisateurs qui ont acheté le premium une fois dans leur vie, comparé par exemple à un autre réseau professionnel comme LinkedIn, où là il n'y a qu'un seul % des utilisateurs qui convertissent au premium.
Donc, on était plutôt bon sur les ratios, mais évidemment, en quantité, LinkedIn a plusieurs centaines de millions d'utilisateurs. Nous, on avait 2,5. Donc, pour le business model, il fallait qu'on trouve autre chose. Et il en est venu l'idée du B2B. Et c'est là, d'ailleurs, ça va enclencher notre discussion. C'est le fait de dire, sur l'application, on réunissait plein de types de professionnels. Et en fait, on les faisait se rencontrer. Enfin, et on continue à les faire se rencontrer puisque l'application existe toujours en fait, et tourne en parallèle. Donc ça, on aura l'occasion d'en reparler. Justement, ce que j'allais te demander, parce que tu m'avais déjà donné un peu le contexte, mais je ne savais pas si l'application, elle était encore Ouais, l'application, en fait, Ok. on est arrivé à un moment où pendant les années 2018-2019, on a énormément investi en marketing, et du coup, ça nous a valu en fait de construire une vraie image de marque en France, mais aussi à l'étranger. Donc, en fait, tous les jours, on a toujours de l'inscription organique, même si on a baissé les budgets market. Et en fait, on a une activité sur l'application qui demeure forte. Donc, pour te donner un petit exemple, sur le dernier mois, on a fait quasiment 1 million de matchs par mois. Donc, Ok. voilà, du coup, ça nous permet de nous concentrer sur des nouveaux projets de monétisation voilà, sans avoir, parce que le développement d'app B2C, je ne sais pas si tu as déjà travaillé là-dedans ou si tu as déjà lu des trucs dessus, mais c'est vrai que c'est assez, comment dire, déjà c'est capitalistique, hein, puisque c'est quelque chose qui requiert beaucoup de tech. Ou en tout cas d'avoir une organisation tech rodée, quoi. Et aussi, nous, on avait de la data énormément à utiliser et notre algorithme de matching clairement à faire tourner. Et donc ça a été énormément d'investissement jusqu'à arriver au socle et vraiment à l'application où on est aujourd'hui. On en est hyper fiers. Elle tourne justement d'elle-même quasiment sans aucun bug. Hein, évidemment, je ne veux pas te dire que ça n'arrive pas. Et donc, on est hyper content de pouvoir se concentrer plutôt sur le B2B. Donc, on peut appeler ça un pivot, mais en même temps, on n'a pas on n'a pas du tout abandonné notre socle de base. La vision derrière ça, c'est de se dire, on monte un service B2B, parce que je ne t'en ai pas dit plus sur le service de B2B, mais c'est un service de recrutement en fait pour les startups, puisqu'on a réalisé que sur l'application Shaper, on avait déjà 50% des utilisateurs qui étaient à la recherche d'un nouvel emploi. Et d'un autre côté, on avait des recruteurs qui s'inscrivaient tous les jours, comme un canal de sourcing en fait. Donc, ils étaient là, Ok. sur les job boards, ça leur suffisait pas, sur la chasse, ça leur suffisait pas. Ils s'inscrivaient sur Shaper pour swiper des potentiels candidats. Donc, nous, on s'est dit, dans une logique de monétisation dans le milieu professionnel, le recrutement paraissait évident et on avait des assez bonnes relations avec pas mal de boîtes du milieu startup à Paris. Et donc là, ça en est venu au service qu'on est aujourd'hui, dont on parlera plus en détail. Justement, je vais te demander, du coup, c'est quoi le service que vous faites aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a monté une newsletter de talent permettant en fait aux candidats étant à la recherche d'un emploi d'être proposés aux meilleures startups de Paris. Donc côté client, le pitch il est assez simple. C'est l'inscription à une newsletter où nous on fait le travail d'interviewer énormément de candidats par semaine qui viennent de la communauté Shaper, qu'on va aussi chercher via d'autres canaux qui s'inscrivent sur notre site web et qu'on interviewe tous les jours pour en fait sélectionner les meilleurs parce qu'ils cherchent un job en startup, parce qu'ils sont en ce moment disposés à changer de boulot et parce qu'on a discuté avec eux et on s'est assuré que voilà, ils étaient quand même, ils avaient de la personnalité, semblaient bons dans leur domaine. Donc là, on les propose dans cette newsletter qui est distribuée en fait à toutes les startups qui s'inscrivent à Paris. Et on parlera de la stratégie d'acquisition, mais on est passé assez rapidement depuis le lancement du service d'une trentaine de boîtes inscrites à maintenant plus de 200. Donc, il y a eu quand même un En vrai combien de temps engouement. ça? Ça, c'était en un mois et demi. En un mois et demi? Ok. On a fait une acquisition. Alors, tu vois, le modèle de rémunération de ce service est au variable. Donc, en gros, les boîtes s'inscrivent gratuitement à la newsletter et nous rémunèrent 12% du salaire brut annuel du candidat quand elles effectuent un recrutement. Donc, le modèle derrière ça, enfin, l'inscription et toute la logique marketing et sales derrière ça, en fait, elle est changée de par ce modèle, puisque le temps que tu investis en sales, tu ne sais pas si tu vas pouvoir le rentabiliser sur chacun des clients. Donc, en fait, on a préféré avoir cette approche d'inscrit
Et ça nous a aidé pour définir notre stratégie marketing et même commerciale, puisqu'il y a un peu de commercial quand même là-dedans, mais aussi pour épurer tous nos process et pas perdre trop de temps à aller chasser des clients, alors que s'il faut, ils ne vont pas ouvrir la newsletter, s'il faut, ils ne vont pas contacter des candidats, etc. Donc, il y a vraiment une logique de réunir quand même la plus grande communauté de startups à Paris pour proposer service. Parce que c'est vrai que si tu as 30 startups, pour peu qu'il y en ait quelques-unes qui n'ouvrent pas la newsletter, c'est vrai que ton service ne fonctionne pas. Et nous, on a réussi en quelques mois, d'un côté, à créer de l'engouement au niveau des boîtes, puisqu'on a vu un vrai besoin de sourcing et surtout d'avoir un canal de communication clair de candidats de qualité, ce qu'elles n'avaient pas parce que, en fait, sur le marché aujourd'hui du recrutement, soit tu as le cabinet de chasse qui est trop cher, qui est quand même à 20-25% du salaire brut annuel, et qui demande de l'investissement au niveau du recruteur, puisqu'il doit briefer chaque cabinet de chasse auquel il fait appel. Tu as les job boards, parfois tu traites des centaines de candidatures. Et donc, nous, on a un service qui se concentre finalement sur le candidat. Donc, on va faciliter le travail du client parce qu'il n'a aucun brief à nous donner. Et d'un côté, on sait que un des gros besoins, à part les techs en startup, surtout sur les boîtes qui vont grossir et doubler d'effectifs, c'est les commerciaux. Et les commerciaux, c'est un métier qui est assez demandé et dont nous, en fait, on a fait l'expérience et on s'est formé sur ça. Et quand je te parle du service de recrutement, c'est comme si on l'avait lancé, mais ça a été quand même 6 mois d'intense boulot pour comprendre ce qu'était le job d'un recruteur, pour comprendre quel marché on allait attaquer. Est-ce qu'on va sur les startups? Est-ce qu'on va sur les plus grands groupes, etc. Quel service on propose? Est-ce que c'est une plateforme? Est-ce que c'est un service de chasse? On a aussi essayé cette idée-là. Donc, en fait, quand je te parle de mon rôle chez Shaper, ça a été aussi beaucoup de test and learn sur les nouveaux projets et sur le pilier B2B de Shaper, en fait. Et ce pilier B2B s'est construit au fur et à mesure. Et là, on en est justement à notre situation grâce en fait à tous les tests qu'on a pu réaliser et qui, pour certains, ont échoué, certains ont été très bons et ça nous a amené là. Donc justement, c'est ce qui va m'amener sur la question suivante de ce que tu étais en train de parler justement, c'est quels sont les challenges que tu rencontres justement dans ce nouveau processus que tu as Ouais. avec ce nouveau service? Ouais, alors il y a plusieurs challenges. On va dire, dans les tests précédents, on avait vraiment construit à certains moments un service qui nécessitait du sales, donc Ok. qui nécessitait d'aller chasser des comptes, notamment parce que notre pricing était différent de celui d'aujourd'hui aux variables et que l'engagement des clients était plus fort. C'est-à-dire qu'on a testé des services de plateforme avec abonnement ou même de services de chasse. Donc, en fait, à ce moment-là, tu dois vraiment avoir la boîte au téléphone et discuter avec ton client. Là, aujourd'hui, on a, comment dire, notre challenge numéro un, en fait, c'est la simplicité en termes de prospection, hein, je te dis. En termes de Ouais. prospection, c'est vraiment la simplicité, puisque pour s'inscrire à une newsletter, le client, il s'attend à ce que ça soit simple, il s'attend à ce que ça soit efficace et qu'il n'ait pas 36 canaux, 36 formulaires à remplir pour pouvoir s'inscrire. Et nous, de notre côté, on a le challenge que cette simplicité nous apporte quand même la data suffisante pour connaître notre client et pour lui proposer les bons candidats, mais aussi qu'on puisse l'enregistrer dans notre CRM et avoir tout un process derrière qui soit efficace pour envoyer la newsletter à ces gens-là. Tu as un procédé de désinscription, tu as aussi le type de sales que les gens recherchent, qui nous aide en fait, nous, pour proposer les candidats. Donc voilà, ça c'est le premier challenge, c'est vraiment la simplicité de l'extérieur, c'est-à-dire en fait, on n'est qu'une newsletter, mais de l'intérieur, en fait, tu as aussi le challenge de rendre simple en fait, des logiques où tu rentres dans une logique de matching. C'est-à-dire que tu es obligé de penser au matching entre tes candidats sales et les clients qui sont ton audience. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est concentré sur l'audience des startups au départ, parce qu'on connaît assez bien les sales qui recherchent et ce n'est pas du tout les mêmes sales que recherchent les PME. Donc, pour l'instant, en fait, la vision derrière ça aussi, c'est de commencer par une newsletter. Et en fait, si le modèle fonctionne, ben,
et que ton acquisition candidat et que ton acquisition client en fait fonctionne bien, tu peux aussi répliquer ça sur soit différents types de boîtes, c'est-à-dire je vais créer de la newsletter pour les sales dans les PME, mais aussi par différentes géolocalisations. Je vais aider toutes les startups qui sont à New York à recruter leurs sales à New York. Et encore un troisième truc, tu peux aussi faire une segmentation par type de métier. C'est-à-dire, demain, je ne fais pas les sales, mais j'aide toutes les boîtes qui recrutent des marketeurs, notamment sur le content, sur l'acquisition, sur le growth, à recruter pour les startups à Paris. On peut avoir en fait cette segmentation dans tous les sens. Donc ça, c'était un premier gros challenge. Le deuxième gros challenge, je dirais, c'est l'optimisation. Donc c'est vraiment, comme on ne veut pas investir de force commerciale, tu as nécessairement en fait comment dire, le temps de chaque personne qui est compté. Donc, on est toujours dans une logique. Est-ce que ce qu'on est en train de faire, ce qu'on fait une fois manuellement, est-ce qu'on peut l'automatiser? Et si oui, comment? Et à ce moment-là, on le fait. C'est-à-dire, ça vaut pour l'acquisition pour le marketing, quoi. Donc, pour l'acquisition de clients ou de candidats, où on est vraiment en train de réfléchir à, OK, qui est notre cible côté client, qui est notre cible côté candidat, et comment on va, en fait, avoir l'approche de prospection la plus optimisée possible. C'est-à-dire, évidemment, beaucoup d'outbound au départ, c'est-à-dire beaucoup d'emails, beaucoup de prospection sur LinkedIn. Mais ça, on veut pas avoir 3 personnes ou 2 personnes chez nous qui fassent constamment ça et qui fassent de la chasse, puisque c'est aussi du temps de sales qu'on ne veut pas perdre. Typiquement sur ce que je te disais, sur le fait que nos clients en fait sont que des inscrits et deviennent des clients à partir du moment où ils comprennent la valeur du service et où ils recrutent en fait des candidats chez nous. Donc, Donc, ouais, j'ai une question, désolé pour t'interrompre. Justement, j'ai une question sur ce que tu es en train de dire. Donc du coup, l'idée, c'est vraiment optimiser, c'est que les commerciaux de la boîte, en fait, ils soient pas vraiment focus sur la partie prospection. Ça, tu ouais, cherches à automatiser. ouais. Donc, le temps qu'ils vont avoir, en fait, avec les clients, c'est à partir du moment où ils sont vraiment intéressés. C'est ce que Ouais, tu étais en train au-delà de ça, d'expliquer? au-delà de ça, c'est à partir du moment où ils ont en fait où ils sont inscrits sur la newsletter. Et l'inscription à la newsletter, elle se passe assez simplement. Si je dois te résumer le funnel, on identifie nos audiences, c'est-à-dire voilà, quels sont les clients qu'on veut signer. Là, je te dis, notre segment, c'est les startups à Paris. Les startups à Paris, sur LinkedIn, je peux en trouver, soit je fais une liste de startups à Paris, ça c'est un procédé qui marche, soit j'identifie une audience sur LinkedIn, c'est-à-dire de boîtes entre 11 salariés et 200, disons, qui sont à Paris. Et dans ces boîtes-là, nous, on parle souvent soit au CEO, soit au Head of Sales, soit au RH. Donc, on prend ces trois typologies-là et on essaye d'en faire une audience. À partir de cette audience, évidemment, tu définis des messages et donc ta prospection. Là, il y a des outils, hein, évidemment, et ça, on peut en discuter. Tu as toutes sortes d'outils du marché. Et j'ai vu d'ailleurs que dans le podcast, il y avait Guillaume de Lemlist qui est passé. Ben, on est client Lemlist, on est client de pas mal d'autres outils qui nous permettent d'accélérer et de pas avoir du temps quotidien à passer sur ces outils-là. Et puis ensuite, une fois que ton audience est abordée en outbound par des messages LinkedIn et email, en fait, tu leur proposes de s'inscrire à la newsletter via un typeform, via en fait un formulaire où ils détaillent, comme dans n'importe quel formulaire, ben, leurs exigences sales, en gros, et ce qu'ils cherchent, et comment ils cherchent, et ce qu'ils cherchent en ce moment, combien de recrutements ils vont faire sur 2020. Et à la fin du typeform, en fait, et c'est ça qui je pense, qui fait vraiment la différence, c'est que tu leur dis et tu leur stipules que le service est payant et tu leur permets en fait, d'accepter les conditions générales de service de la Shaper Talent, donc du service de recrutement. C'est-à-dire qu'une fois que le typeform est complété avec toutes les bonnes réponses, en fait, le client est inscrit. Donc, il devient client à ce moment-là. Et jusqu'alors, tu as eu zéro sales. Donc ça, c'est un vrai changement par rapport à une stratégie où vraiment tu dois échanger au téléphone ou faire des démos. C'est que tu t'optimises tout ton funnel en amont. Et par contre, en effet, comme tu disais et comme tu pressentais, ouais, nous, nos commerciaux, ils vont s'assurer que quand un candidat est en process avancé avec un de nos clients, ben, que le client est bien,
qui est bien la prochaine étape qui soit prévue Ouais. avec le candidat, que d'avoir du feedback sur le client, sur nos candidats, d'avoir du feedback du client aussi sur notre service, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, vers où on pourrait aller. Et ça nous drive sur les prochains projets en fait, qu'on monte chez Shaper. C'est voilà, est-ce qu'il faut envoyer plus de candidats par semaine, qui peut être un des points. Est-ce que en fait ils veulent voilà, des profils marketing ou tech, enfin voilà, quels sont les desiderata des clients. Et ça, il faut du temps, en effet, pour justement bien cibler et bien discuter avec ta base client. Ok, bah super intéressant justement comment t'expliquer ça, comment tout le process, euh, bah, comment t'optimises ça justement. Euh, je voulais revenir, enfin avant que je revienne sur les points que tu t'as déjà abordés et approfondir un peu plus. T'as un autre challenge ou ça c'est les deux plus gros challenges que tu as actuellement? Ouais, je pense que alors, c'est des challenges généraux, hein, tu sais, la Ouais, simplicité, l'optimisation. Si je devais résumer un autre challenge qui en fait est global, c'est la logique CRM en fait. C'est que derrière ok. ça, on peut se dire qu'une newsletter est simple à envoyer, etc. Mais pour bien avoir toutes les infos euh, et sur tes clients et sur tes candidats, en fait, tu as une logique CRM qui doit être implacable. Et je trouve que ça, c'est une vérité dans toutes les startups qui se lancent ou dès que tu commences à avoir un produit, un service que tu lances sur le marché, tu dois avoir une logique data en fait en face. Et nous, notre logique data, elle va dans le fait de bien connecter notre Typeform avec notre CRM qui est HubSpot, c'est-à-dire et de bien nous mettre des rappels ou des tâches automatisées sur les moments clés où il faut relancer les clients. De l'envoi de questionnaires de satisfaction, mais aussi du suivi des projets, enfin des interactions entre les clients et les candidats. Aussi, côté candidat, tu as une deuxième logique CRM, c'est-à-dire quand ils s'inscrivent, tu dois leur envoyer un mail pour programmer un entretien téléphonique, pour pouvoir les interviewer, etc. Donc en fait, tu as deux CRM qui cohabitent. Et ça, je dirais, le principal challenge, ça a été, parce que ça, je pense maintenant, c'est le challenge qu'on avait identifié comme étant la priorité quand on a lancé la newsletter. Et là, maintenant, on a pas mal par exemple, de workflow qui, dès qu'un client s'inscrit, lui envoie un mail de confirmation pour lui demander s'il veut inscrire d'autres collègues. S'il inscrit d'autres collègues, alors les passer en inscrit et les ajouter aux listes d'envoi. Côté candidat, pareil, tu as des automatisations qui nous permettent en fait de donner les bonnes alertes aux bons sales pour programmer un rendez-vous téléphonique sur un lien Calendly qui est synchronisé. Enfin, c'est parfois des choses simples, mais tu as des logiques derrière où tu peux vite te perdre si c'est fait à la main. En fait. Et donc, il faut le faire à la main une fois, deux fois, bien cerner ton besoin, et puis après, chercher les solutions pour l'automatiser. Le CRM est fait pour ça. Et ils ont plein de documentation, enfin, quel que soit le CRM, hein, j'imagine. Je ne sais pas si tu utilises HubSpot, mais on est assez fan de la solution et comment ça arrive à s'adapter à nos besoins. Mais voilà, quoi. C'est vraiment, je pense, la brique essentielle de tout bon service sales enfin, où il y a des sales impliqués qui doivent fonctionner. Ouais, bah, le CRM, nous, on utilise HubSpot, mais pour la partie inbound, tout ce qui Ouais. arrive sur le site internet. Ah Et oui, donc, toute la partie outbound, c'est sur Salesforce. ouais. Donc, on a les deux. Et, Vous êtes enfin, satisfait de Salesforce? comment? Vous êtes satisfait de Salesforce? Oui, oui, on est satisfait, mais c'est que on va dire, je pense que pour une boîte qui est assez petite, on va dire, c'est assez complexe. Ouais, exactement. On a des développeurs en freelance qui nous aident parce que quand tu veux rajouter quelque chose, Ouais, c'est c'est ça. pas très simple. Donc, bon, c'est pour ça que sur la partie du site internet, on est en train de passer tout sur HubSpot. Et une fois qu'en fait le lead il est bon, en fait, il est transféré sur Salesforce. Ouais, bah, c'est la raison donc, qui nous a fait choisir plutôt HubSpot. C'est déjà, ils sont assez bons sur la version gratuite. On a pu prendre en main, tester l'outil, importer notre première base de données et lancer quelques campagnes clients et voir si ça nous allait et si ça cernait bien nos besoins. Et puis ensuite, là, évidemment, tu passes à l'abonnement payant, plus à l'aspect HubSpot marketing qui te permet d'envoyer des emails. Et nous, notre newsletter part grâce à HubSpot aussi. Typiquement, tu vois, on a lié les deux en fait. Ah, nous, c'est pareil, sur toute la partie marketing, c'est HubSpot. Vraiment, tout ce qui est le newsletter, les formes enfin, les formulaires sur le site, on fait pas sur Typeform encore, mais
En gros, on le fait comme ça. Ah, bah, Euh, Typeform, on l'a choisi aussi parce que c'était un outil clé en main qui se connecte bien avec HubSpot, mais avec n'importe quel outil en fait. On est aussi des gros utilisateurs de Zapier. Je sais pas ouais. si je pense que tu dois déjà en avoir, avoir eu. Je connais, mais on l'utilise pas. Donc, Ouais. Mais en fait, quand tu as des devs à disposition, souvent, c'est pas nécessaire, mais ça peut aider pour vraiment faire des connexions entre n'importe quelle application. Et ça, je pense que je le recommande à n'importe qui. C'est d'aller voir du côté de Zapier dès qu'il y a un projet à monter ou une connexion à faire ou même une frustration de se dire ah ouais, ça serait bien. Et ça, je ne sais pas si tu te l'as déjà dit, mais moi, je me le dis souvent. Ah, ça serait bien si ce truc allait dans ce truc automatiquement ou si ça se faisait tout seul et tout. Et souvent, tu dis, OK, bah, c'est un projet de dev, machin. Et en fait, Zapier, ça te fait changer toute ta réflexion par rapport à ça. C'est-à-dire, tu as le moyen de le faire de toi-même et, et sur plein d'applications différentes. et justement, là, tu es en train de revenir sur le premier point que tu avais dit, sur le challenge, qui était la simplicité, justement. Ouais, Donc, exactement. du coup, pour revenir sur ça et approfondir un peu plus, donc, tu disais, justement, ton challenge numéro un, c'est que tout soit simple du côté du candidat, du côté de vos clients. Tu avais déjà commencé un peu à en parler de la segmentation. Ouais. Tu peux rentrer un peu plus dans les détails de justement comment tu fais pour que ce soit simple dès le début, en fait, le process. Ouais. Tu parles pour notre prospection, notamment. Ouais, ouais. Ouais, bah, pour que ça soit simple, euh, moi je pense un des trucs principaux, c'est déjà de faire le travail d'un coup et pas de faire ton travail de prospection au fur et à mesure. C'est-à-dire que quand tu as bien ciblé ton marché, que tu connais ton produit et que tu as identifié un peu tes personas, ça je dirais que c'est la première étape, mais je pense que n'importe quel commercial te dirait pareil, c'est de bien cibler à qui tu vas vendre. Et en fait, moi je suis plus sur la logique outbound. On a Vincent en interne, qui est un cofondateur, qui lui gère plus l'inbound, Ok. mais ça reste la même logique, en fait, quel que soit le canal de communication. C'est bien cibler ton persona. Nous, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est CEO, RH ou Head of Sales sur les startups à Paris. Donc, c'est quand même une cible assez restreinte. Euh, donc, à partir du moment où tu as fait ça, en fait, tu as tout intérêt à construire ta base de données d'un coup. C'est-à-dire te dire, OK, je vais lister tout d'un coup tous les interlocuteurs qui pourraient m'intéresser. Et pas faire le travail au fur et à mesure, en fait. Parce que Ok. ça t'apporte de la simplicité tous les jours. Parce que, en fait, tu vas aller piocher dans une base que tu as mis peut-être 2 jours à construire ou 3. Mais après, en fait, tu es serein et tu as ta base de travail. Et sur celle-là, tu peux faire des tests, c'est-à-dire, OK, j'envoie une campagne email sur 500 personnes dans cette base, je vois comment ça réagit, et puis soit j'adapte parce que c'est pas la bonne audience, donc je dois changer d'audience, soit j'adapte mon message, etc. Donc tu optimises en fait via une base qui est solide. Et nous, c'est ce qu'on a fait tant pour nos clients que pour nos candidats. Ça a été de construire une base de données structurée à la base depuis LinkedIn, et puis après qu'on peut enrichir d'emails, soit via des outils comme Drop Contact, par exemple, qui permet en fait à partir du nom, prénom et nom de la boîte de n'importe quel contact d'aller chercher l'email pro. Ou alors, ben voilà, ça c'est un des outils qu'on utilise le plus pour avoir de l'email pro. Et là où ils sont bons, c'est qu'ils te disent, ils testent aussi l'email en même temps. Donc, tu n'as pas à t'embêter avec un service de vérification d'email. Ils te donnent aussi assez de sérénité sur le fait que ton email va pas être en bounce. Parce que ça aussi, c'est un des enfers de la prospection, c'est avoir une bonne délivrabilité email. Donc ça, c'est, je dirais, le truc principal. Après, si je devais entrer plus dans les détails, bah, nous, on est quand même assez imbriqué avec un outil de marketing automation, je dirais, mais en fait, qui fait aussi sales automation, hein, puisque comme notre process de sales est assez réduit, ça s'appelle la grosse machine, mais Ok. growth comme croissance. Donc, c'est le jeu de mots. Et ils sont vraiment bons puisque ça te permet, c'est un outil en fait qui te permet de faire de la prospection LinkedIn et email depuis le même outil et même Twitter. Ça, on n'utilise pas. Mais ça te permet de faire en fait une prospection outbound multicanal avec des scénarios complexes. C'est-à-dire, s'il m'a répondu sur LinkedIn, alors il sort de la campagne. S'il a cliqué sur un lien dans un email, alors il reçoit tel autre email en disant ah ouais, j'ai vu que tu avais cliqué, etc.
Et en fait, ils te permettent soit d'importer ta base de données, soit de générer ta base de données directement depuis LinkedIn, depuis une audience LinkedIn. Et du coup, tu connectes ta boîte mail de prospection, tu connectes ton LinkedIn là-dessus. Leur but, c'est justement que ce soit une growth machine, donc que en fait, une fois que c'est lancé, que ça tourne en automatique sur ta base. L'important, évidemment, hein, faut pas, c'est pas full enfin, c'est automatisé, mais il y a du gros travail de personnalisation derrière. C'est-à-dire, il faut quand même que tu trouves un contexte de discussion avec ton prospect. Donc, nous, par exemple, alors soit on sait que les boîtes qu'on prospecte recrutent sur Welcome to the Jungle parce qu'on a vu des offres. Et donc, en fait, auparavant, on a soit obtenu leur nom de poste qui est recruté sur Welcome to the Jungle et leur boîte. Donc, en fait, tu arrives avec un message de prospection qui te semble pas si automatisé que ça. C'est-à-dire, j'ai vu que tu recrutais un Sales Operation Manager chez Botmind sur Welcome to the Jungle. Nous, on est un service de recrutement. Voilà en 3 points très clairs ce qu'on fait. Est-ce que ça te tente d'en savoir plus? Vraiment rester assez court au début et assez évasif sur le contexte, sur toutes les conditions, etc. Parce qu'il ne faut pas saouler le prospect dès le début. Enfin, je pense. Hein, après, tout se teste et tout se démontre. Et donc, ça, c'est un des atouts principaux qui te permet d'avoir un process simple, en fait, pour répondre à ta question. C'est un travail en amont sur ta base et un outil de prospection qui t'économise du temps. Après, le seul temps, et là aussi c'est les commerciaux qui s'en occupent, c'est de gérer toutes les réponses que tu vas avoir. Parce que comme ça tourne en automatique, tu vas avoir des réponses à traiter sur LinkedIn, des réponses à traiter par email, pour justement s'assurer que chez tous les clients, chez tous les prospects, que tu optimises aussi ce traitement de réponse et que les prospects puissent convertir. Ok, j'ai pas mal de questions sur ça. C'est justement sur ce que tu es en train de dire. Donc là, vraiment, comme tu disais, c'est de faire le côté simple sur le niveau de toute la partie, justement, prospection, vraiment automatiser le plus possible. Donc tu disais, tu fais des séquences en fonction des offres que tu as trouvées, par exemple, sur Welcome to the Jungle, par exemple. Ouais. Tu as d'autres types de séquences que tu fais? Ça, c'est un exemple. Tu as d'autres exemples? Ouais, alors on A/B teste des séquences en parallèle, mais là on en a une en ce moment qui on va dire, euh, marche assez bien, où tu commences en fait, et c'est un autre des avantages de la grosse machine, tu commences par envoyer une invitation sur LinkedIn, toujours, même avec une visite de profil auparavant. Donc en fait, c'est ce qui va te permettre de faire une prospection automatisée, mais sans avoir l'air d'eux. C'est de générer une visite, d'envoyer une invitation, de envoyer ton premier message. Le message Welcome to Jungle marche assez bien. Donc ça, on l'a déjà A/B testé. C'est un de nos voilà, c'est le début de la séquence, on va dire. Mais puis après, la suite, c'est une relance assez courte pour être sûr d'avoir voilà, 3 ou 4 jours après, histoire d'avoir de ne pas te faire oublier dans le flow des LinkedIn, parce que les gens sont souvent sur LinkedIn, mais peuvent laisser passer des messages ou le lire et l'oublier. Donc, c'est bien un petit follow-up suivi par un autre follow-up. Et là, en fait, l'avantage des outils comme ça, c'est que tu peux passer sur l'email à ce moment-là. Tu vois. Si tu sens qu'il n'y a pas de réponse au bout d'un follow-up, 2 follow-up, tu peux arriver par email en disant ah bon, j'imagine que ton LinkedIn est bien rempli et que tu n'as pas forcément le temps d'avoir tous les éléments. Alors c'est peut-être mieux par email. Je t'ai récapitulé tous les avantages qui feraient que qu'en fait avec nous tu recrutes tes commerciaux pour ce poste-là de manière hyper claire. Et là, si tu peux décrire. Alors là, c'est personnalisation encore plus, mais tu fais des profils anonymisés de candidats. C'est-à-dire, ouais, j'ai un candidat qui est sales, qui a 3 ans d'expérience, qui a travaillé chez Facebook, qui serait hyper bon pour toi. Est-ce que ça te dit enfin, si tu veux le rencontrer, il faut inscris-toi à la newsletter et c'est gratos. Tu payes qu'au succès. Et tu vois, et par email, en fait, tu arrives avec une autre approche, avec un peu plus de détails, et ça te permet en fait de continuer la conversation.
Mais et voilà. Donc ça génère pas mal de réponses. Ouais. Et puis évidemment, tu peux aussi faire quelque chose de particulier si la personne clique. Parce que nous, s'il cliquait, en fait, ça veut dire qu'il cliquait sur le lien du Typeform. Donc ça veut dire qu'il avait quand même un gros intérêt sur la solution, puisqu'il était à 2 doigts de s'inscrire. Donc là, c'est limite un email de rattrapage où tu dirais ah, j'ai vu que tu as cliqué sur l'email précédent, il y a eu un problème pour que tu finisses pas ton inscription. Dis-moi, je suis à ta dispo. Tu vois, c'est un Justement, peu j'ai une question sur ça. ouais. Avec la Growth Machine, tu as un moyen de savoir en fait s'il s'inscrit, justement, s'il clique sur le lien et il s'inscrit, ou pour le retirer de la campagne ou... Alors, le clic est traqué. Par Ok. contre, l'inscription, ça, c'est à faire à la main. Donc là Ah, ok. aussi, Ouais, ok. truc, ce serait le système parfait si Ouais, tu pouvais enlever. ouais. Et, non, non, ça c'est un peu le dernier chaînon qui nous manque sur toute la chaîne. Euh, et ouais, donc en fait, c'est une campagne. Cette campagne pour les clickers, c'est quelque chose à faire à la main tous les, je sais pas, tu te prends toutes les 2 semaines, tu exportes tous les clickers de tes campagnes, tu exportes tous les inscrits Typeform, tu fais un traitement Excel rapide. Et là, tu lances cette campagne des clickers non convertis en quelque sorte pour pouvoir les relancer, quoi. Mais c'est le fait d'ajouter du contexte et peut-être se donner Ouais. cette heure de traitement sur Excel ou de personnalisation en fait, qui t'amène aussi des bons résultats. Et toujours, enfin, sur les campagnes, en fait, tout à l'heure, tu disais que tu identifies tes 3 personas. Tu Ouais. fais des campagnes différentes, justement, sur les directeurs généraux, les directeurs commerciaux et les directeurs RH. Aujourd'hui, non, parce que en fait, côté commercial, ça marche assez bien comme ça. Et ce qui nous a, enfin, ça marche assez bien comme ça. On a des bons taux et surtout, on doit d'abord finir d'avoir cette approche généralisée, enfin, c'est-à-dire d'avoir assez de chiffres sur cette approche généralisée pour voir si on segmente. Aujourd'hui, les taux de réponse sont bons et les taux de clics et les taux d'inscription aussi. Mais ce serait typiquement un des A/B tests qu'on pourrait lancer. Et pour rentrer dans le détail aussi, parce qu'il n'y a pas que la machine sales automatisée, ça c'est un canal, mais tu ne peux pas te reposer sur ça pour faire connaître ta marque, etc. Nous, un des trucs qui a pas mal marché, c'est d'utiliser le LinkedIn des cofondateurs pour faire des systèmes enfin, pour faire des posts et des annonces. C'est-à-dire, notre service de recrutement se lance ou notre newsletter de la semaine est par demain, etc. Et, auparavant, il y a évidemment un travail plus massif d'ajout en fait sur LinkedIn depuis ces comptes LinkedIn des recruteurs en fait. C'est-à-dire que tu ajoutes des recruteurs en start-up, en France, à Paris, etc. Ce qui va faire en fait que les gens qui vont voir tes posts vont être des gens de l'audience que tu souhaites. Et ça, en fait, c'est comme si tu faisais de la prospection, en fait, mais depuis un autre canal. C'est que tu mets un contenu en face d'eux qui est hyper attractif, puisque dans ton post, tu vas soit mettre une petite vidéo preview de la newsletter, soit dire, bah voilà, les inscriptions sont limitées. Et nous, on a par exemple si tu n'es pas prospecté par nous, tu as un code d'invitation en fait, pour accéder au service. Parce qu'on met déjà de base, parce qu'on ne veut pas que n'importe quelle boîte puisse s'inscrire, on veut quand même en fait, apporter un Être service. sélectif. Oui, exactement. Ça, c'est- Tout simplement pour apporter un service de qualité aux candidats. Aujourd'hui, les candidats, ils sont hyper contents quand, grâce à nous, ils arrivent à se faire contacter par Payfit, par Conto, par Captain, alors que s'ils avaient postulé, ils n'auraient pas eu de réponse peut-être. Enfin, c'est le canal qui fait que parfois, en fait, tu as des sollicitations qui ne se seraient pas faites d'ailleurs. Donc, nous, on se donne le droit, en effet, de filtrer sur les boîtes qui s'inscrivent en disant bah, tu fais pas partie de la typologie startup. Aujourd'hui, on est concentré que sur ça. Et c'est pour ça qu'on prend le côté candidat. C'est-à-dire que, en fait, pendant l'interview candidat, on a un brief avec lui. C'est-à-dire que vraiment, ils nous disent ce qu'ils cherchent, etc. Et c'est via ça, en fait, qu'on peut sélectionner les startups. C'est plutôt le raisonnement dans l'autre sens, mais évidemment, ça évite pas de faire de la prospection pour avoir des clients. Ouais, c'est ce que j'allais dire parce que généralement quand tu fais des posts sur LinkedIn, tu contrôles pas vraiment ce qui arrive. Ouais. Tu contrôles pas la qualité des prospects. Donc vous faites quand même le tri sur ces Ouais, potentiels prospects qui arrivent. ouais, c'est ça, exactement. On se dit que, en fait, en ajoutant des personnes du domaine, après, le ciblage LinkedIn aussi, parfois, enfin, c'est difficile de faire un ciblage parfait. Et surtout, Ouais. si tu fais juste par taille de boîte, tu risques d'avoir des PME.
non tech qui s'inscrivent également. Mais ouais, ça été un bon canal, c'est-à-dire d'exploiter le réseau des cofondateurs, mais en se disant justement, soit en relançant par mail des contacts, avec là aussi un petit tri de base de données, avec depuis l'email du cofondateur en fait en disant hello Guillaume, j'espère que tu vas bien. Moi en tout cas de mon côté ça roule, il y a Shaper Talent qui va commencer. J'imagine que tu as des besoins chez machin. Alors, voilà le lien d'inscription. À bientôt. Tu vas d'avoir un email un peu plus casual pour en fait, justement avoir une prospection d'une autre manière sur ton réseau de premier degré en fait. Donc ça, c'est le premier truc qu'on a fait vraiment pour lancer le service. Et c'est une des raisons aussi qui nous a fait grossir aussi vite de 30 à 150 et maintenant 200 clients. C'est vraiment mutualiser les réseaux de nos cofondateurs, avoir une bonne stratégie. Je ne te dis pas qu'on a fait beaucoup, enfin, on n'a pas fait énormément de content, par exemple, pour expliquer à quel point notre service était meilleur parmi tous les services de recrutement, etc. On s'est juste servi en fait de notre connaissance de l'écosystème startup parisien, comme Shaper est une startup parisienne, pour discuter plus facilement avec des interlocuteurs du domaine. Et je pense que c'est aussi la bonne manière de faire les choses parce que généralement sur LinkedIn, je sais pas, après moi, pour moi ça marche pas justement. Si je vois un post d'une personne qui est en train de promouvoir son outil, bah, ça va pas me marquer parce qu'en gros, bah, c'est son outil et il est en train de le vendre et en gros, il est biaisé sur ça. C'est pas, ça va être son avis Ça marche enfin, jamais. qu'en gros, tu dois le vendre. Ouais. Ouais, c'est ça. Et justement, plus comme la démarche que vous êtes en train de faire, justement, je pense que c'est plus justement essayer de comprendre ce que cherchent tes prospects, enfin, ou tes clients potentiels. C'est différent. Et justement, ça, tu le vois dans les posts. Et généralement, quand tu parles de sujets qui sont autour de ce que tu fais, tu as beaucoup plus d'impact sur LinkedIn. Et puis, exactement. Et puis, c'est une logique de content en fait qui est évidemment, on va pas se cacher, qui est axée pour avoir des clients, mais Ouais. c'est aussi un long shot, c'est-à-dire que tu te construis ta marque, tu te construis ta crédibilité sur le domaine. Et il y a pas mal de startups maintenant qui se sont mises à faire ça. Par exemple, je prends l'exemple de Comet. C'est une plateforme de freelance alors, qui en fait, eux, via le profil de leur CMO, font énormément de posts, par exemple, mais notamment un par semaine, qui est assez fourni et qui en fait te donne de la valeur. Juste, il t'apporte de la valeur, soit avec un modèle spreadsheet pour t'aider dans l'organisation de ta boîte, soit pour comment dire, leur template d'interview avec les candidats, etc. En fait, ils vont t'apporter de la valeur, mais c'est une valeur qui est évidemment plus forte pour l'audience qui la reçoit. C'est-à-dire que ça correspond, en fait, c'est des contenus qui correspondent à l'audience qui vise, et c'est hyper malin. Et bon, ça se fait de plus en plus, hein, tu vois, les posts en mode like et commente et je t'envoie le lien en MP, etc. Merci. Une technique qui commence vraiment à se diffuser, mais en fait, c'est gagnant-gagnant. Enfin, moi, évidemment que je vais laisser si c'est juste un like et un commentaire, mais si c'est un sujet qui m'intéresse, j'ai tout intérêt à être dans la boucle, en fait. C'est un peu cet effet de faire partie d'une communauté ou d'un élan. D'ailleurs, ces personnes-là, qui commencent à être un peu influentes sur LinkedIn, parce que tu as de plus en plus de followers, etc., montent aussi à côté des newsletters. C'est-à-dire que en fait, ils ont réuni une communauté de tant de personnes sur le sujet. Et nous, c'est notre objectif à long terme, c'est de se dire, en fait, on devient l'acteur référent sur le recrutement, mais aussi voilà, l'entreprise vers qui se tourner quand on cherche voilà, la typologie des sales. Donc, et de faire ça, en fait, ça te crée vraiment une communauté soudée et qui en fait dépasse le business après. Donc ça, c'est aussi l'aspect à long terme. On est lancé depuis trop peu pour avoir ça, mais c'est l'aspect hyper sympa de se dire, OK, en fait, on n'est pas juste des robots qui achetons des services. Au Exactement. fond, ce qu'on aime, en fait, c'est d'apprendre, d'être curieux, de découvrir de nouvelles choses et d'avoir des gens qui s'y connaissent un peu plus sur ça et toi de leur apprendre ce en quoi tu t'y connais plus. Et ouais, et c'est le plateforme LinkedIn, parfois, j'aime pas trop voir ce qu'elle devient en termes d'autopromotion. Tu vois, tu as pas mal et nous-mêmes, tu vois, on se sert de LinkedIn pour notre prospection. Mais il y a une manière de le faire
Bon, ça s'appelle un peu le social selling, hein, pour ne pas Ouais. le nommer. Mais ça a une vision derrière qui est un peu plus sympa et un peu plus enthousiaste que ce que le B2B un peu boring peut nous laisser croire. Mais aussi, surtout, moi, ce que j'essaie de dire à mon équipe, c'est que d'arrêter de voir LinkedIn comme un outil. Bah, si c'est un outil de prospection, mais les gens qui vont sur LinkedIn, ils sont pas là uniquement bah, pour recevoir des messages de prospection, parce qu'ils reçoivent déjà des coups de fil tous les jours, ils reçoivent des emails tous les jours. Et LinkedIn, c'est comme Facebook. En gros, ils vont dessus. Enfin, ils vont pas se divertir dessus, parce que LinkedIn, mais généralement, c'est pas du contenu pour se divertir, mais ils y vont pas pour se faire pitcher ton produit. Et en gros, bah, ce que vous êtes en train de faire, la création de contenu, bah, déjà d'une, c'est bah, quand tu vois un post comme ça, bah, ça t'intéresse plus et du coup tu vas avoir plus d'interactions et aussi ça vous fait construire la marque en même temps. Ouais, exactement, exactement. C'est gagnant-gagnant. Et puis, quand tu disais LinkedIn n'est pas une plateforme de contenu ou de divertissement, bah, parfois, quand je me connecte sur LinkedIn le matin, je me pose la question. Tu vois. Genre, Ouais. vraiment, tu as du contenu de plus en plus extra-professionnel qui est partagé, etc. Donc, ouais, c'est important de proposer quelque chose de qualité, une ligne éditoriale claire pour en fait Exactement. attirer les personnes que tu veux. Mais voilà, c'est un peu. On a fait la philosophie de LinkedIn là. On pourra en parler des heures justement. LinkedIn, je pense qu'il y a plein de choses il y a des bonnes choses et des mauvaises choses, mais bon. Ah ouais, ça veut dire qu'on y passe du temps, hein, si on peut théoriser Ouais, autant le truc. exactement. On va arriver sur les dernières questions justement de l'interview. Ça Ouais. va être des questions un peu plus générales justement sur la vente. Donc la première, c'est quel est le livre qui a le plus influencé justement ta vie bah, de commercial slash business developer et pourquoi? Ouais. Euh, En livre, je t'avoue que j'ai pas eu forcément de révélation en lisant un bouquin particulier de sales. Je lis beaucoup, mais quand je lis, j'ai un peu envie de me vider la tête. Donc, j'ai essayé d'accrocher avec des livres comme Hacking Growth euh, je me souviens plus qui d'ailleurs, mais j'ai pas accroché en fait. J'ai du mal. Ce qui m'a un peu, enfin, ce qui m'a marqué en tant que bizdev, en fait, c'est plutôt les personnes avec qui je travaille. C'est un peu cucu de dire ça, mais c'est assez vrai. C'est toujours d'échanger en fait avec les personnes que tu estimes comme étant crédibles dans le domaine. C'est-à-dire, bah, quand j'ai eu à monter tout un domaine email de prospection et à structurer un peu ma délivrabilité email pour pas faire de conneries, bah, je me suis tourné vers Guillaume de Lemlist, tu vois, que je connaissais via Thomas, notre cofondateur. Quand on a eu sur Shaper un peu plus tôt à se tourner sur des gens qui avaient vraiment été bons en CRM sur une app B2C, bah, je me suis tourné vers Appen et j'ai contacté le CRM manager de Appen. Tu vois. Et donc je pense que c'est vraiment ça, et ça rejoint un peu la vision et la manière de faire du business qu'on promeut chez Shaper, c'est aussi en fait, de rester ouvert d'esprit et de contacter les bonnes personnes qui peuvent être finalement beaucoup plus enrichissantes qu'un livre parfois sur ça. Mais si je devais donner une ressource sales spécifiquement, je dirais quelque chose que Baptiste de Toucan m'a conseillé récemment, qui s'appelle Winning by Design, qui est en fait, alors il y a un bouquin, mais ils ont surtout des super ressources en ligne ils théorisent en fait toute l'approche sales et comment le fait de le penser via un process, euh, de le réfléchir en amont à ta stratégie sales selon le type de produit que tu vends, selon ton audience, et en fait, il répertorie tous les cas. Et quand tu t'y plonges un peu, en fait, tu apprends grave à dissocier le mauvais du bon, voilà, des choses qu'il ne faut pas faire, des choses qu'il faut faire. Parce qu'évidemment, par exemple, envoyer 100 000 emails indifférenciés, ce n'est pas bon. Mais d'un autre côté, on ne te donne pas forcément la recette pour bien faire. Et eux te structurent en fait une pensée pour justement réfléchir à ta stratégie commerciale, que tu sois gros en fait en chiffre d'affaires ou pas encore. Donc ça te permet aussi de t'adapter au fur et à mesure et de passer par exemple, ils parlent beaucoup d'account-based stratégie, account-based Ouais. marketing, qui te permet en fait de te concentrer et de te focus en tant que sales sur les comptes clés et de ne pas perdre du temps sur n'importe quoi. Et vraiment, ils te théorisent et ils vont assez loin sur ce modèle-là. Et ben voilà. Moi, j'ai lu quelques-uns de leurs blogs. Je dirais pas que je suis un grand fan, mais si je dois un jour travailler dans une autre boîte en sales, dans un autre domaine et vendre
complètement autre chose, bah, je pense que je me tournerai vers ça en premier, quoi. Enfin, il est top le blog de Wing by Design. Et Ouais, même c'est Jaco, je me souviens plus de son nom de famille, le fondateur, et ouais, un des autres que je suis sur LinkedIn, et justement, enfin, le contenu qu'ils font et les webinaires auxquels ils participent, à chaque fois que tu les écoutes, ouais, c'est canon. c'est canon. Enfin, ceux qui sont dans la vente, vraiment, eux, ils sont vraiment en avance sur d'autres personnes que tu peux suivre, justement. Ouais, ouais, exactement. Après, j'avais une autre question, justement, c'est quel est le conseil que tu donnerais à une personne en fait, qui commence dans le monde de la vente? Pardon. Ouais, dans le monde de la vente. Oui. Ben, là, quand tu me dis ça, je me revois en tant que stagiaire dans mon premier stage en BizDev. Je dirais tout d'abord d'être hyper rigoureux euh, dans son taf. Enfin, je pense tout le monde a à apprendre et à gagner en rigueur. Et notamment quand tu commences dans la vente, ça veut sûrement dire que tu commences parfois dans le monde professionnel aussi. Et vraiment, ce qui va faire la différence, c'est la rigueur dans le sens de bien faire les choses, notamment en sales, le CRM, à apprendre que le CRM, en fait, il faut un peu le chérir et et, euh, et vivre avec plutôt que le sentir comme une contrainte. Euh, voilà, ça serait déjà mon premier conseil. Deuxième conseil, c'est de sortir et d'aller rencontrer des gens influents dans le domaine, quoi. C'est-à-dire, tu vois une boîte que tu admires ou dans laquelle tu aimerais rentrer dans 5 ans, tu perds rien à ajouter sur LinkedIn, à contacter un commercial qui est là-bas ou même le head of sales si la boîte te plaît énormément et d'aller chercher ta chance en fait. Parce que c'est c'est un peu, et je rejoins un peu l'application Shaper du début, tu vois, comme quoi je suis brainwashé vraiment. Mais non, mais ça fait toute une différence et en effet, si tu le fais pas, en fait, tu sauras jamais si tu auras pris un vent ou pas ou un lu sur ton message. Mais, euh, mais souvent, on se retient de faire des choses, contacter des gens, alors que finalement, c'est totalement légitime. Il y a pas de souci, quoi. Il y a plein de gens qui sont prêts à aider, à faire du mentorat, à faire. Donc, voilà. Et comme tu dis, il y a plein de gens qui sont vraiment disposés à partager en fait leurs connaissances Ouais, ou même à t'aider à rentrer. Et ce que j'allais dire tout à l'heure, j'ai oublié de le commenter, mais je pense que même pour les commerciaux, quand tu vas travailler dans une boîte, plutôt que d'attendre de postuler directement sur le site internet ah ouais. de la boîte, il faut contacter directement ton futur boss en fait. Bah ouais, Et c'est ça. ça a beaucoup plus d'impact que de postuler directement sur le site. Ouais. Mais Et ouais, dis-moi. non, je disais, j'ai l'impression que de plus en plus, on se dirige vers des candidatures dans le recrutement un peu plus spontanées, tu vois. C'est-à-dire que même nous, les candidats qui sont contactés par les boîtes, enfin, tu vois, c'est d'abord les boîtes qui vont les chercher en chasse, mais après, l'échange est hyper humain et il n'y a pas d'envoi de CV, en fait. C'est-à-dire que la boîte accepte des candidats en entretien sur la base de leur LinkedIn et sur la base de la description qu'on leur a faite, en fait. Donc, ouais, il vaut mieux avoir une approche humaine enfin, sur le recrutement, mais que dans la vente, c'est hyper important. Et c'est vrai que souvent, tu le martèles et tu le répètes, mais ça peut mettre du temps à rentrer et même à l'intérioriser pour le faire tous les jours. Exactement. Après, j'avais une question justement, tu avais déjà commencé un peu à en parler, c'est les outils que tu utilises. Donc, tu disais HubSpot pour le CRM, Ouais, plateforme de contact, envoi d'email et de messages sur LinkedIn, c'est la Growth Machine. ouais. Et Drop Contact, tu utilises d'autres outils? Attends, j'ai oublié que tu avais Typeform aussi. Zapier, Et ouais. Zapier. Je les ai tous Zapier. name droppés au fur et à mesure. Euh, T'en as d'autres? bon, à part ça, là, déjà, ça fait pas mal. Il y a Phantom Buster qui est sympa aussi, qui te permet en fait d'exécuter des API sans avoir besoin de code. C'est-à-dire, ils ont plein de petites API, c'est-à-dire quand tu veux extraire les noms des gens qui ont commenté sur ton post LinkedIn, ou quand tu veux extraire tous les gens qui ont liké ta page, etc. Et nous, ça nous sert par exemple quand tu veux passer en fait de LinkedIn à un CSV, c'est-à-dire tu as une recherche LinkedIn, tu as envie de l'avoir sous Google Sheet propre, ben, ils ont une API pour ça. Et en fait, tu as juste à la lancer, à mettre deux, trois paramètres et tu obtiens ton info. Donc, c'est un outil. Et aussi, si tu t'y touches un peu
en code, tu peux aussi faire des trucs sympas et connecter différentes API. Mais même sans code et sans être développeur, c'est assez cool. Donc ouais, c'est un peu des outils de geekos marketeux, mais c'est ça. Mais comme tu l'expliquais, enfin, pour le contexte que vous avez, justement c'est les outils qui marchent le mieux. Bah ouais, c'est Et, hyper important. C'est hyper important. on arrive sur la dernière question. Donc pour terminer, pour ceux qui écoutent et qui veulent s'améliorer, quel serait ton défi à mettre en place dès demain dans leur poste de commercial? Pour tous les commerciaux, quels qu'ils soient, je dirais que et en plus, on en a parlé aujourd'hui avec un autre commercial d'une autre boîte. C'est, je pense, faire un petit atelier ou même réfléchir avec toute l'équipe sales et même marketing ensemble, parce qu'on voit que souvent les deux pôles communiquent pas hyper bien. Se faire un atelier sur la rédaction des templates, en fait, sur les messages à envoyer aux gens, parce qu'on voit que c'est une des choses qui est souvent négligée en fait dans la prospection, c'est la manière de formuler ton message, de présenter ta boîte, de concentrer sur tes chiffres clés. Ça, c'est souvent en fait soit mal fait, soit fait de manière pas uniforme. C'est-à-dire chacun fait sa sauce entre les SDR ou même entre les key account managers, etc. Il n'y a pas une uniformité de discours. Donc, ouais, je leur dirais, que ce soit des managers ou non, hein, parce que ça peut être aussi une prise d'initiative au sein de la boîte, mais de demander ou d'organiser une petite réunion comme ça où tu échanges où chacun met ses templates euh, et montre un peu sa manière de pitcher la boîte. Parce que je pense que tu en ressortiras avec un message un peu plus clair et uniformisé avec toute ta boîte, quoi. Et ça, c'est fondamental pour des bons taux de clics, des inscriptions et de la vente, quoi. Et justement, nous, on l'a fait il y a 2 jours, ça, et on s'est Ah rendu ouais. compte que le message, il n'est pas du tout uniforme, donc il faut qu'on continue justement Ouais, pour on a fait uniformiser ça. plusieurs ateliers alors. Ouais. Exactement. Et du coup, merci beaucoup, Paul, pour ton temps et d'avoir accepté l'invitation. Mais avant de s'en aller, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, moi, je pense que on a fait le tour, on est rentré pas mal dans le détail. Euh, donc, non, ça a été un plaisir. Rien à rajouter. Bah, ça marche, Paul. Bah, merci, je te dis à bientôt. Yes, merci Ciao. Elric. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de The Sales Game. Si t'aimes le podcast, abonne-toi, laisse un commentaire, une note, partage-le avec tes potes, fais-le écouter à ta mère. En gros, fais-en ce que tu veux. Et ça serait top aussi si tu pouvais m'aider à le partager. On se revoit dans le prochain épisode. Ciao!